Le canal de Suez se situe en Égypte. Il mesure 193,25 km, large d'environ 350 mètres et profond de 22,25 mètres. Il relie la mer Méditerranée et le golfe de Suez. Ce dernier communiquant au sud de la mer Rouge, il passe par les villes de Port Saïd et de Suez et traverse le lac d'Amer. Le canal permet ainsi de passer de l'Europe à l'Asie sans contourner le continent africain. Inauguré en 1869, le canal de Suez n'est pas seulement une prouesse technique permettant de relier la mer Rouge à la mer Méditerranée, l'Orient à l'Occident. Construit par le Français Ferdinand de Lesseps, ce symbole de l'impérialisme européen a été durant plus d'un siècle le théâtre de nombreuses tensions. On peut alors se demander quelles sont les origines de ces tensions. L'idée de créer une communication entre les deux mers est pour tout d'abord faciliter le commerce. Cette préoccupation remonte à l'époque des pharaons, depuis plus de 2000 ans, sous le règne de Sésostris III, avant notre ère. L'idée a été envisagée, mais toujours abandonnée à cause des raisons techniques. Finalement, après plusieurs tentatives échouées, le diplomate français Ferdinand de Lesseps va obtenir en 1854 l'autorisation. La construction du canal qui relie Port Saïd et Suez a été rendue possible grâce au lien entre la France et l'Égypte. Vice-consul de France en Égypte, Ferdinand de Lesseps saisit sa chance à l'arrivée sur le trône de son ami, le Khedive Saïd. Ferdinand de Lesseps, ancien précepteur, obtient une concession de 99 ans. De Lesseps assume alors la construction du canal via la Compagnie universelle de Suez et l'Égypte fournit alors le terrain et la main-d'œuvre. Pour financer sa compagnie, De Lesseps fait un tour en Europe pour exposer son projet et convaincre d'acheter des actions. Mais seuls les Français répondent présents. Mais cela veut-il dire que la Compagnie du canal de Suez est française ? 84 000 actions ne sont pas souscrites. Le roi d'Égypte accepte alors de financer les 44 autres % d'actions manquantes. En 1875, l'Égypte est en banqueroute et doit céder ses parts. C'est l'Angleterre devenue le premier utilisateur du canal qui les rachète. La compagnie devient alors une entreprise franco-britannique. Les premiers coups de pelle sont donnés en avril 1959 à la force des hommes et des chameaux. 160 km sont creusés de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Les conditions dans lesquelles se déroule le chantier sont d'ailleurs dénoncées comme proches de l'esclavage avec le processus de la corvée. La corvée est un système traditionnel égyptien qui permet de mobiliser les paysans sur une durée d'1 mois. C'est une main-d'œuvre gratuite qui travaille à la main dans des conditions extrêmes. Le processus très critiqué, les fellahs sont alors remplacés par des ouvriers et un effort de mécanisation. Le chantier devient très vite un symbole de progrès technique dans l'histoire du civil. Après 10 ans de travaux, le canal de Suez voit enfin le jour. L'Égypte entre alors dans une période coloniale qui va durer jusque dans les années 1930 et perd toute influence dans la gestion du canal. Tous les postes de direction de la Compagnie du canal de Suez sont occupés par des ingénieurs et des contremaîtres français. Les ouvriers qualifiés sont majoritairement grecs et italiens. Les Égyptiens employés le sont aux postes les plus subalternes d'ouvriers non qualifiés. On peut alors se demander à partir de quand les relations se détérioreront entre l'Égypte et la compagnie. Une tension s'installe dès le début du XXe siècle entre les mouvements nationalistes égyptiens et la Compagnie du canal de Suez. Mais le véritable moment de bascule se situe en 1936 lorsque la Grande-Bretagne se retire de la gestion interne du pays. Les tensions vont aller crescendo avec des heurts de plus en plus fréquents entre le personnel étranger de la compagnie et le personnel égyptien. L'intervention militaire de la France et de la Grande-Bretagne est un vrai coup de théâtre. Les Français, comme les Britanniques, ne souhaitent pas que l'administration du canal échoue à l'Égypte, ayant tout fait depuis les années 1930 pour montrer que les Égyptiens étaient incapables d'en assurer le bon fonctionnement. Leur peu d'enthousiasme a formé des pilotes égyptiens capables de conduire les bateaux d'un bout à l'autre du canal en est la preuve flagrante. À la place, ils proposent à l'Égypte une administration internationale
où français et anglais sont en bonne place, évidemment, Nasser Ce refuse. que l'on appelle la crise de Suez est stoppée net une semaine plus tard sous la pression des Nations Unies, des États-Unis et de la Russie, qui veulent ménager Nasser et assurer la stabilité de la région du canal, devenue cruciale pour le transport du pétrole. Mais les dégâts infligés aux Égyptiens sont considérables. On dénombre des milliers de morts civils et militaires. Les derniers salariés français de la compagnie sont rapatriés à la hâte. Depuis cette date, c'est l'autorité égyptienne du canal de Suez qui gère le fonctionnement du canal. Mais alors, quelle place le canal de Suez occupe-t-il aujourd'hui dans l'économie égyptienne? Le canal est le deuxième apport de devises du pays après le tourisme et ses revenus se montaient en 2015 à 4,7 milliards de dollars. C'est une route maritime en plein essor qui profite de la forte croissance du commerce mondial depuis les années 2000. Pour augmenter la fluidité du trafic et accroître sa rentabilité, l'Égypte a fait de gros travaux d'emménagement en 2015 en créant notamment des zones de dérivation. Le canal de Suez n'est pas la seule option pour les navires qui viennent de la zone Pacifique ou y vont depuis l'Europe. Le canal de Panama est un vrai concurrent. Avec la fonte de la banquise arctique, le passage du nord-est par la Sibérie va s'avérer une voie de plus en plus intéressante entre l'Asie et l'Europe.